volontaires du progrès ont été créés en 63, c'était donc 3 ans après les indépendances. Ça s'est appelé la FVP, avec toutes les grandes associations liées à la jeunesse. Cette expérience de paritarisme dans la gestion entre l'État et les grandes associations est quelque chose d'assez exceptionnel et qui marche bien. En France, il y a des problèmes qui se posent à vous, qui sont bénins. On en fait toute une montagne ici. On devient philosophe. On passe sur beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pensez maintenant avec du recul de votre vie en France? Eh ben, je regrette de ne pas être venu plus tôt en Afrique. Les premiers volontaires sont partis, il me semble, début 64. Beaucoup avaient eu la malchance de faire la guerre d'Algérie. Ils voulaient tourner la page, faire autre chose. D'autres sortaient de leur campagne parce qu'on était dans un moment d'exode rural important. Et puis, il y avait aussi, je crois, ce besoin d'ouverture, parce que même la Deuxième Guerre mondiale n'était pas si loin, finalement. Les premiers volontaires étaient surtout agriculteurs, maçons, menuisiers, charpentiers, forgerons. Il y avait quelques profs. Ils intervenaient dans des missions de production le plus souvent, mais ça allait à la fois de la production des différentes cultures locales, le dressage d'animaux de trait, la fabrication de cases avec des techniques améliorées. La plupart du temps, la seule préparation pour les postes, c'était en fait la demande soit d'un chef de canton, soit d'un ministre originaire de tel ou tel village, et qui disait ce serait bien que j'ai un volontaire ou une équipe de volontaires chez moi. Il fallait que le volontaire improvise. C'était d'abord le système D et encore le système D ensuite. Il n'y avait pas de budget ou très peu. Les volontaires faisaient de la substitution. C'était d'autant plus vrai dans la santé, où la présence de volontaires permettait souvent de créer des dispensaires là où ils n'existaient pas, et en attendant que des infirmiers nigériens soient formés. C'est une vie tellement autre et tellement différente que on est venu pour ça, on est venu pour découvrir. On arrive tous ici avec tout un tas de ressources, d'ailleurs cachées, qu'on découvre au fur et à mesure du temps. C'est peut-être ça aussi la grande découverte, la grande richesse. C'est en 78 que l'AFVP acte le fait de devenir opérateur de développement. Donc, en même temps, je pense que le moment clé, c'est les années 74-75. C'est le moment des grandes sécheresses. Beaucoup de remises en cause à ce moment-là. Et en particulier au niveau de l'AFVP, où pas mal de volontaires sur le terrain, justement, remettent en cause cette période un petit peu de démarrage, un petit peu d'improvisation, et souhaitent s'investir, compte tenu des difficultés, des problèmes que vivent les populations auprès desquelles ils sont, sur des choses plus professionnelles. On commence à parler de mauvaise gouvernance, et où du coup l'idée que l'argent de l'aide publique serait mieux utilisé s'il allait directement sur le terrain, sur les projets, commence à émerger. L'AFVP devient opérateur de développement quand elle commence à monter et à proposer des projets qu'elle met en œuvre directement. L'autre élément, je crois, important, c'est que l'AFVP est relativement seule encore présente sur ces terrains-là. Il n'y a pas encore tous les mouvements, toutes les associations, tous les bureaux d'études, aussi bien locaux qu'extérieurs. Et de ce fait, a une espèce de longueur d'avance et peut proposer des choses liées à l'expérience et à ce que les volontaires vivent et apprennent et font, qui est précieuse, quoi, et qui, à mon avis, est le capital sur lequel, effectivement, s'est construit l'expertise de l'AFVP. On commence à avoir une évolution du niveau de qualification des volontaires. L'AFVP investit non seulement à partir d'un ou deux projets, mais petit à petit arrive à en faire un vrai secteur d'activité et à capitaliser sur plusieurs dizaines d'opérations
une expertise qui du coup devient importante et finalement oui, des fois influe les politiques nationales et en parallèle, il y a une montée en puissance forte de la coopération décentralisée. Et donc de là naissent des maintes interventions de volontaires, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, hein, qui sont en interface entre ces collectivités locales du Sud et celles du Nord. Donc il y a toute une organisation qui se met en place, alors qui n'est pas tant centrée sur le volontariat que sur la mise en œuvre des projets. On apprend à côtoyer la différence sous toutes ses formes, cultures différentes, langages différents, pays différents. Et ça, c'est très formateur. On a sur le terrain de plus en plus d'acteurs, du Nord comme du Sud, nouveaux. Alors les collectivités locales, beaucoup d'associations. Les associations du Sud commencent à se professionnaliser, à émerger fortement. Donc on a aussi tout un panorama qui évolue. À la fin des années 90 et au début des années 2000, le salut il vient par le volontariat. Parce qu'on commence à se dire qu'effectivement, pour mettre en œuvre du volontariat, on n'a plus forcément besoin de gérer toute la mécanique qu'il y a autour en termes de programmes, de partenariats. C'est une grande opportunité de vivre une expérience, déjà une expérience de vie avant tout, pour exprimer mon engagement déjà citoyen au niveau de l'action pour une solidarité internationale. Maintenant, les choses ont changé. Les volontaires sont mis à disposition des partenaires et c'est les partenaires qui sont porteurs des projets, qui sont responsables de la mise en œuvre des projets. Donc, professionnellement, le volontaire rend compte aux partenaires. Ils sont appelés à s'intégrer dans des équipes qui sont déjà là, souvent sans pouvoir de décision, mais beaucoup plus avec un regard critique par rapport à la mise en œuvre et apporter une autre façon de voir les choses. Ce qui n'est pas toujours facile parce que cela implique des échanges qui convoquent la connaissance de la culture locale, qui convoquent les approches qu'il faut maîtriser, c'est-à-dire comment parler, comment communiquer, comment faire passer des idées, qui impliquent aussi comment défendre ces idées et la prise en compte de ce qui existe déjà comme connaissance au niveau local. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, ça paraissait un petit peu anachronique de rester sur le seul champ africain, même si c'est notre champ de prédilection, et si c'est encore là qu'on a quand même 80% de notre activité, il nous paraissait quand même important de faire d'autres expériences, d'aller vers de nouveaux pays. Un des 3 objectifs qui nous étaient assignés, le 3e, c'était justement l'innovation. Je pense que c'est aussi à travers ça que la réflexion autour de France Volontaire s'est construite. Alors France Volontaire, ça va être un changement assez fondamental de l'association et en même temps un retour aux origines. À côté de la mission d'envoi de volontaires, il y a plusieurs autres missions d'importance là, que va devoir assumer France Volontaire. La première, c'est tout ce qui tourne autour de la valorisation dans la société française du volontariat. Aujourd'hui, le volontariat est peu connu et peu reconnu. La deuxième mission de France Volontaire, ça sera comment on peut appuyer l'ensemble des acteurs qui sont dans le champ des volontariats, puisqu'aujourd'hui on ne parle plus du volontariat, mais on parle des différentes formes d'engagement volontaire. Troisième mission importante, ça va être de voir comment elle peut contribuer à l'évolution du secteur. L'espace volontariat Lima a été inauguré en juin 2011. Un travail qu'on fait à l'espace, c'est l'accompagnement. Accompagnement, orientation et guidage, on peut dire, des volontaires qui nous sollicitent. Notre rôle, c'est d'informer les jeunes et les moins jeunes qui nous écrivent par mail ou qui nous téléphonent. Nous demandons
on voudrait aller en Bolivie, au Pérou, en Équateur, dans telle ou telle région. Est-ce que vous connaissez des associations? Donc on les aide à préciser leurs projets et ensuite on les oriente et puis on les met en lien avec les associations qui pourraient les recevoir. Le rôle de notre espace, c'est d'offrir un service public pour les associations qui veulent avoir des relations avec l'international. L'un des projets très intéressants qu'on est en train de mettre en place, c'est ce qu'on appelle le service civique. C'est un dispositif pour les moins de 26 ans qui existe en France, qui s'ouvre à l'international. On met en place l'accueil de 10 jeunes martiniquais. C'est un projet assez innovateur parce que normalement les volontaires viennent aider les associations. Cette fois-ci, c'est les jeunes pas très qualifiés qui vont s'intégrer dans des associations. Il y a une portée éducative et d'accompagnement de la part des associations péruviennes. Cette fois-ci, c'est la solidarité du sud vers le nord. Hola, Charlie, yo te he extrañado. Bien, ¿tú? Je m'appelle Julie, j'ai 22 ans. Je m'appelle Charlie, j'ai 21 ans, je suis volontaire service civique. Je m'appelle Camille, j'ai 27 ans. Je suis volontaire de Solidarité Internationale à Yaviri. Je m'appelle Raphaël, je suis volontaire à Réquipart pour l'association d'équithérapie. Je m'appelle Yves, je suis volontaire de Solidarité Internationale à Yaviri. Je m'appelle Léonore, j'ai 22 ans et je suis stagiaire volontaire à Latitude Sur, à Iquitos, en forêt amazonienne. Je m'appelle Virginie, j'ai 34 ans, je suis volontaire de Solidarité Internationale pour France Volontaire, mis à disposition de l'Alliance française de Lima. Je pense qu'on est parti en volontariat parce qu'après nos 4 ans de vie professionnelle en France, on avait envie de quelque chose de différent. Et l'expérience de volontaire de Solidarité Internationale permet vraiment de s'intégrer à la population. Cette expérience pour moi, c'est très fort parce que d'être comme ça, complètement en immersion totale dans une autre culture et un autre pays, autant dans la famille que dans le travail. En arrivant ici, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'étais bien décidée à bien vivre l'expérience. Attention à todas las personas que participan en el taller, ya se encuentran los jóvenes profesionales quienes vienen a brindarnos su talento. Je suis ingénieure en agriculture. J'ai fait une école de psychomotricité. Je suis étudiante à AgroParisTech. Je suis coordinatrice du programme Le Français, une chance en plus. Donc je suis en 4e année d'école de commerce et développement en 3A à Lyon. J'ai fait mes études à l'école d'ingénieur en agriculture de Purpont à Toulouse. J'ai choisi de faire 3 stages dans des zones tropicales. On arrive assez tôt le matin. Ici on est au pénal de haute sécurité Miguel Castro Castro. Il y a des fortes problématiques de déforestation dans cette zone et une grande partie, on évalue qu'entre 75 et 80% de la déforestation dans le Loreto est due aux techniques d'abattis-brûlis utilisées par les paysans ici. Il y a 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de leur apprendre à cultiver, à comment pousse une plante. Et le deuxième, c'est de changer l'alimentation des enfants qui se résume souvent à riz et pommes de terre midi et soir. J'ai choisi de faire mon stage à l'étranger parce que l'Amérique latine m'attirait énormément. Découvrir l'approche thérapeutique qui est différente de celle qu'on peut avoir en France. Je travaille avec 4 associations de femmes et je les aide à s'organiser entre elles, je les aide à se former et permettre à ces femmes de grandir, de prendre des responsabilités et d'avoir une activité commerciale. Travailler sur tous les mécanismes d'apprentissage et d'enseignement du français avec des populations considérées marginales ou en situation d'exclusion. Là, l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'approche actionnelle. Le français devient un outil, en fait, c'est pas une fin en soi. On utilise le français pour faire quelque chose. L'idée, c'est ça, c'est vraiment d'être dans l'interaction tout le temps. On n'apprend pas à partir de son livre, on apprend à partir de l'interaction. Après avoir donné mes cours à l'Institut de tourisme, les après-midi, je vais dans les différentes communautés pour donner des cours de français aux familles qui accueillent des touristes. Le but de mes interventions à la Casa Cana, c'est surtout apporter une certaine ouverture d'esprit par rapport aux habitudes des enfants. On fait souvent un petit cours qu'on a appelé géographie. Le but, c'est d'ouvrir l'esprit des enfants qui puissent avoir une vision un petit peu plus large. C'était la première fois que je partais aussi longtemps de loin de ma famille et seule. Donc je pense que j'ai gagné en maturité. Professionnellement parlant aussi, ça a été très très intéressant. Travailler sur ce projet-là, c'est vraiment être avec les gens qui ont besoin d'un certain soutien à un moment
et qui sont capables après de le faire tout seuls, mais dans ce moment-là, ils ont besoin du soutien qu'on leur apporte et ça, c'est très gratifiant. Vivre à 3800 mètres avec un climat pas toujours évident, on peut dire que c'est une aventure. Ça forme au niveau professionnel par la mission, mais ça forme aussi au niveau personnel pour le fait d'être loin, seul et devoir échanger avec des personnes d'une autre culture. Si, j'ai appris énormément. Quand j'ai eu mon diplôme il y a 2 mois, j'avais pas forcément confiance en moi. Et cette expérience ici m'a vraiment permis de ressortir sereine. Et je sais que maintenant, en rentrant en France, je pourrais être psychométricienne. On va en ressortir, je pense, grandi de toutes les difficultés et toutes les réussites qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'au retour, ils ont l'impression quelquefois qu'ils ont plus appris eux-mêmes et pour eux-mêmes qu'ils n'ont appris aux autres. Jusqu'à présent, ça a bien fonctionné parce que j'ai eu beaucoup de chance et il m'a été donné de vivre plein de rencontres et d'expériences intéressantes.